Je m'appelle Yasmine Modestine, je suis chanteuse, ACI, on dit, auteure, compositrice, interprète. Et comment je suis arrivée là? La musique a toujours fait partie de ma vie, depuis l'enfance. J'avais un père qui, quand j'étais petite, me chantait des chansons à la guitare. Ça donnait des choses, des espèces de quiproquos. Je me souviens de cette chanson d'Henri Salvador, une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Et moi, j'étais toute petite. Et je disais à mon père, ta maman, elle te chantait des chansons et tu suçais ton pouce. Parce que comme je suçais mon pouce, je pensais que, voilà, qu'il me racontait quelque chose de lui-même. Et donc il me disait non et je ne comprenais absolument pas pourquoi il me chantait cette chanson. Mais du coup, c'est resté. Il chantait aussi cette chanson de Reggiani, Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, et il pleut sur la maison. Mon père était très, très chanson française à texte. Et cette chanson, c'est pareil, elle avait une très grande résonance pour moi parce que mes parents s'étaient séparés. Et donc, on se retrouvait tous les deux, seuls, comme dit la chanson. Donc, voilà, je m'endormais avec ces chansons-là. Et donc, la guitare a toujours été là, toujours. Et chanter fait vraiment partie de mon enfance. J'ai tous ces souvenirs en voiture. Mon père chante, mon frère chante, on chante ensemble. On faisait des chorales, on faisait des canons, on faisait des chœurs. Enfin, on chante tous juste. Et mon frère aussi, d'ailleurs j'en parlerai plus tard, mais mon frère aussi fait de la musique. Et avec Samuel, mon frère, on avait un jeu. On devait chacun deviner l'air et la chanson que l'autre était en train de frapper rythmiquement. Et on y arrivait bien. Oui, moi aussi, je me dis, waouh, on était fort. Donc voilà, ça a toujours été là. Et anecdotiquement, sans que ce soit complètement anecdotique, la musique m'a aussi emmenée vers l'anglais. J'entendais les chansons à la radio et je ne comprenais pas la langue. Et je devais avoir 5-6 ans et je demandais à mon père quelle langue c'était. Et il me disait que c'est de l'anglais. Et donc, je lui demandais, tu comprends? Et il me disait oui. Et ça m'était complètement inconcevable que mon père parle une langue que je ne comprenne pas. Donc, je lui demandais de m'expliquer, de me parler. Donc, très tôt, j'ai appris l'anglais. Et ce qui fait que plus tard, je ferai des études d'anglais. Je continuerai, mais ça explique aussi que je chante en anglais, que je suis très anglophile, anglophone, parce que j'ai parlé très tôt et c'est lié à la musique. Et donc voilà, après j'ai grandi, j'ai continué l'école. Et mon père m'a inscrite au solfège quand j'avais 7-8 ans. Et j'étais très bonne en solfège parce qu'il y avait une carotte à la fin de l'année. La carotte, c'était les meilleurs élèves en première année de solfège auront le droit d'entamer tout de suite un instrument. Et moi, c'était vraiment la chose que je voulais faire. Sinon, il fallait continuer une autre année de solfège si on n'était pas assez bon. Donc du coup, j'étais vraiment très très bonne. Et donc j'avais dit à mon père, « Oh, l'année prochaine, je vais faire de la guitare, comme papa. » Et là, mon père est quelqu'un de très rigide et a dû se jouer plein d'autres choses. Il m'a dit non, tu fais encore une année de solfège. Et je me suis braquée parce que je trouvais ça injuste. J'ai dit non, dans ces cas-là, j'arrête le solfège. Et en fait, je voulais pas du tout arrêter le solfège. Et il n'a pas du tout entendu ça. Et il a dit bon bah très bien, t'arrêtes le solfège. Total, j'ai arrêté le solfège au bout d'un an. Ça a été dramatique. Lui campé sur ses positions rigides. Puis moi, ben, une petite fille qui comprenait pas. Voilà. Donc en fait, après, je n'ai pas fait de musique pendant quelques années. Il y avait l'école, bien sûr. Alors à l'école, au cours de musique, j'étais toujours parmi les meilleurs. Ceux qui étaient au conservatoire, qui prenaient des cours au conservatoire, moi je m'inspirais d'eux. Et donc les dictées musicales, je voulais pas être en retard, je voulais aussi réussir comme eux. Et j'aimais tellement ça que je m'accrochais. Et puis j'ai eu des amis.
mes amies filles, qui ont été très précieuses dans ma vie. Alors, la première, c'est Sylvia, je la nomme. Quand j'avais 13-14 ans, à ce moment-là, je vivais chez ma mère. Les parents divorcés, c'est pas simple, hein. Donc, je me suis retrouvée chez ma mère. Et donc, Sylvia prenait des cours de piano. Et donc, je lui disais que moi, je voulais faire du piano et que j'avais pas eu le droit. Enfin, je lui avais raconté tout ça. Et donc, elle avait commencé, on était drôles, on avait 13 ans. Et comme j'avais pas de piano chez moi, elle m'avait dit alors, tu sais quoi, je vais te faire un piano dans du carton. Et donc, en fait, elle avait décidé de dessiner pour que elle m'avait montré comment les doigter, tout ça, comment monter les partitions. Donc, chez elle, je m'entraînais sur son piano. Puis chez moi, j'avais ce piano en carton. Et puis, c'est dans cette période-là, ma mère m'a acheté une guitare. Parce que je réclamais la guitare. Mais c'est pareil, j'avais la guitare, mais j'avais pas de cours. Alors ça, c'est complètement différent de mon père. C'est que c'est pas venu à l'esprit de ma mère. Elle pensait, voilà, si je lui avais dit je vais prendre des cours, je pense qu'elle m'aurait inscrite à des cours. Mais il fallait lui donner l'idée. Et moi, j'ai pas pensé. Donc j'avais ma petite guitare et j'apprenais tant bien que mal en écoutant les disques. Voilà, les Beatles, dont j'étais fan, Supertramp et tout ça. Et après donc, on arrive vers 15-16 ans. Je me retrouve de nouveau chez mon père. Alors, ça faisait, j'oscille entre la Normandie, Paris, la Normandie. Et là, j'ai d'autres amis, Catherine et Christine. Et les deux font du piano. Les deux prennent des cours. Et donc, les deux me servent de professeur. Et je prends des cours avec elles. Et ça donne aussi des choses très drôles parce qu'en fait, tout ce que Catherine apprenait avec sa prof de piano, elle se dépêchait de me le réapprendre. Et moi, je lui piquais les partitions et j'essayais de déchiffrer tant bien que mal. Et donc, je me souviens pour l'Adagio d'Albinoni, c'était assez drôle parce que je l'ai déchiffré toute seule, puis après, je venais la jouer chez elle. Et là, quand elle m'a écoutée sur l'Adagio d'Albinoni, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, bon, maintenant, c'est russe. Et après, elle m'a expliqué, elle me dit, là, tu comprends, les croches, elles sont liées, elles sont... Voilà, je la jouais. Voilà, ça donnait des petits moments comme ça, très, très, très drôles. Et elles étaient toujours là à me rectifier et à m'apprendre. Et un jour, vers 16 ans, donc, je suis rentrée à la maison et il y avait un piano. Il n'était pas pour moi. Il était pour ma belle-mère. La femme de mon père. Mais c'est pas grave. Je l'ai complètement squatté. Je l'ai tellement squatté que quand les gens venaient à la maison, et comme mon père était très dans la politique, il y avait toujours plein de monde qui venait, les gens pensaient que c'était pour moi le piano. Et c'était assez formidable parce que ces gens disaient « Mais pourquoi tu ne fais pas musique-études ?» C'est-à-dire qu'il y avait tous ces gens de l'extérieur qui avaient complètement capté que j'étais totalement dans la musique, sauf mon père, ma belle-mère, ma mère. Alors, eux, ils étaient un peu à l'ouest sur la question. Enfin, je pense que mon père, c'était plus qu'être à l'ouest. Je pense que c'était une blessure à lui. Et donc, du coup, il ne voulait pas que j'en fasse. Et donc, voilà, musique-études, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, du coup, quand on se bagarre comme ça pour quand même faire les choses, on est autodidacte, plus ou moins. Et du coup, on a un manque de confiance. Et donc, je pensais que musique-études, c'était trop haut pour moi. Donc, j'ai continué des études assez traditionnelles. J'ai passé mon bac scientifique et pour faire plaisir à papa. Et après, je suis montée à Paris. Et je suis allée en maths sup. Je continue à écrire des chansons. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma première chanson, je tenais absolument, quand il y a eu le piano, écrire des chansons. Et donc, jusqu'à présent, j'avais les airs dans la tête et je les chantais à Sylvia. Et je lui ai dit, tu peux me dire ce que je fais comme accord pour ça. Et quand j'ai eu le piano, tout de suite, j'ai commencé à faire des accords et à bien faire ce que font les gens qui aiment la musique. Ils achètent des songbooks des gens qu'ils aiment et ils jouent. Et moi, j'ai fait ça avec Jonas, Samson, enfin, tous ces gens, les Beatles, ces gens que j'aimais. Et à la guitare, j'avais le songbook de mon père sur Brassens. Donc, j'apprenais avec Brassens.
Parce que mon père jouait très 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 bien, mais il ne m'a pas appris. Donc je disais que je montais à Paris après mon bac, hein, j'allais en maths sup. Et puis il y avait mon rêve parallèle, il faut bien dire, mon rêve parallèle qui était aussi d'être comédienne. Alors, pour moi, c'est le même métier. Quand j'étais petite, je vais faire juste un petit retour de ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'enfance, je ne pouvais apprendre mes récitations qu'en les mettant en musique. Donc c'est vraiment lié. Et donc je les chantais dans mon lit, et puis après, quand je les récitais sans chanter. Mais c'était tellement lié. Donc quand je suis à Paris, après maths sup, je tente le concours du Conservatoire supérieur d'art dramatique que j'ai. Et je rentre dans la classe de Pierre Vial. Pour dire que vraiment c'est lié, c'est Pierre Vial qui va me donner la force et la confiance pour jouer du piano devant tout le monde. Je disais que j'étais autodidacte, même si j'ai eu mes amis derrière, vraiment, des amies filles très fortes. N'empêche que j'avais ce manque de confiance en moi, de ne pas avoir pris de cours, de ne pas avoir pu prendre de cours. Et donc c'est Pierre Vial avec les Brecht qui va demander à celles ou ceux qui jouent d'un instrument d'accompagner les autres et de chanter aussi. Et donc c'est la première fois que je vais chanter et jouer du piano en scène. Et grâce à lui, très vite après le conservatoire, je vais aller arpenter Paris et trouver les petites salles pour pouvoir me produire. Donc la première fois que je monte sur scène avec mes propres chansons, c'est au théâtre Montmartre-Galabru, à Paris, dans le 18e. Et donc ça, c'est après le conservatoire. Tout de suite après, je commence à aller sur scène. Donc, dans les années 90, ça doit être vers 94, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement timide, j'avais tellement peur. J'étais toute seule au piano, tellement peur que je me souviens que mes amis m'ont raconté après. Alors tu comprends, Yasmine, à chaque fois qu'on voulait applaudir entre les chansons, tu nous laissais tellement pas le temps qu'on était comme ça. Et on n'arrivait pas à applaudir parce que t'enchaînais les chansons. Je parlais pas, j'étais complètement arrivée sur le piano. Bon, voilà. Après, je me suis détendue. C'était quand même paradoxal pour une comédienne qui en plus, aujourd'hui, on me dit, oh, ça se voit que tu es comédienne. Et je dis rien, je remercie et je suis contente. Mais en fait, les gens savent vraiment pas que, non, en tant que comédienne, j'étais planquée derrière les textes des autres. Donc, mais là, j'y arrivais avec mes propres textes, mes propres musiques. Moi, toute seule, j'étais toute nue. Et je me cachais, et c'est là où l'instrument est vraiment protecteur. Et puis après, ben voilà, il a fallu chercher des scènes. C'est pas simple, hein. J'avais des amis, on parle aussi, hein, et donc on vous dit il y a tel endroit, il y a tel endroit. Donc j'ai fait pratiquement toutes les petites salles de Paris possibles. J'ai pas toujours été toute seule. Je parlais de mon frère quand on était petit. Il est venu jouer avec moi. Alors lui, il jouait du saxo et de la clarinette. Et puis il y a des moments aussi où j'avais mon amie Sylvia qui venait jouer au piano. Pendant ce temps-là, moi, du coup, je chantais. Et puis j'invitais aussi d'autres, des gens pour faire les chœurs, parce qu'il y a beaucoup de... J'écris des chansons où j'aime beaucoup les voix. J'aime beaucoup qu'il y ait plusieurs voix dans la mélodie. Donc il fallait quand même qu'il y ait des gens qui viennent chanter. C'est compliqué. Alors, la musique, c'est comme le théâtre, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas comme peindre. C'est bien d'être avec les autres. D'un autre côté, et je crois qu'il n'y a pas un musicien qui dira le contraire, c'est galère d'être avec les autres. Pour trouver les gens avec qui... C'est à la fois génial, quand on est sur scène, c'est génial. Mais pour répéter, quand vous n'avez pas d'argent, qui est quand même le nerf de la guerre, que vous allez aller dans les petites salles et que vous demandez aux gens de venir travailler avec vous gratuitement sur votre propre projet, donc vos propres chansons, il faut qu'ils vous aiment beaucoup. Ce qui était le cas pour moi, pour mon frère, mon amie Sylvia. Et en même temps, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt. Donc, en général, je suis... c'est vrai, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je suis assez cool avec... j'aime bien laisser la partie créatrice aux musiciens.
Si on me propose un truc, je prends. J'adore, parce que ça me donne l'impression qu'ils sont investis. De l'autre côté, on ne peut pas empêcher non plus ces musiciens d'avoir envie de faire leurs propres choses, leurs propres projets. Donc arriver à laisser la place, et d'ailleurs je pense que j'ai beaucoup appris maintenant, je pense que j'aurais pu être un peu plus souple. Et dire, oh, bah, tiens, on va chanter une de tes chansons, on va chanter un... C'est même pas que j'étais pas un peu plus souple, c'est que j'y ai pas pensé. Et aujourd'hui, oui, je dis, bien sûr, fais ton morceau, il n'y a aucun problème, au contraire, parce que ça laisse de la place aux autres. Donc, il y a eu des moments avec eux, des moments sans eux, des moments avec d'autres musiciens. J'en ai eu plusieurs. Ils sont chouettes, les musiciens, dans l'ensemble. Ils ont envie de jouer. Et ils veulent être sur les projets. Même quand ils ont leur propre projet, ils aiment bien venir. Alors, je ne me contredis pas en disant que ça peut être galère sur les égos. Il y a tout en même temps. Donc après, une fois qu'on a bien arpenté Paris, on voudrait bien sortir de Paris. Et on voudrait bien trouver des tournées. Mais là, on arrive vers les années 2000, il faut trouver toute une structure. Tout ça est très difficile. Pour la majorité d'entre nous, c'est difficile. Trouver des prods, trouver... Alors j'ai eu de la chance parce que, je parlais de l'anglais, de cette passion que j'ai pour l'anglais. Je suis allée en Angleterre et dans un endroit où je vais, dans le Devon, un jour, j'étais dans un salon de thé. Et avec mon manager, qui est une amie, c'est pareil, tout ça se fait par amitié, il faut que les gens vous aiment pour vous défendre. Tous les musiciens, c'est comme ça, tous les artistes dans l'ensemble d'ailleurs. Et donc on est là dans le salon de thé, puis il y a des enfants qui jouent, et moi je parle avec ces enfants. Il se trouve qu'un des enfants, c'est une petite fille, elle s'appelle Ella. Et je lui dis, Ella, moi j'en connais qu'une, et je dis, est-ce que tu sais Et elle me dit oui. Ella Fitzgerald, et elle sait qu'elle s'appelle comme ça, en hommage à Ella Fitzgerald. Et donc elle est là avec ses grands-parents. Et ses grands-parents commencent à s'intéresser à nous. Et puis voilà, on raconte ce qu'on fait. Puis on les recroise un peu plus tard, on est au bord d'un fjord, et on les recroise dans le fjord, qui est à marée basse. Et il nous dit, j'ai une idée, je vais te produire. Voilà. Et alors, c'est vraiment out of the blue. Et il a envie de faire organiser un concert là-bas, dans le Devon, pour la fin du mois, pendant mon mois de vacances. Et il le fait, et on le fait. Et tout le monde se met à participer à ce concert, et arrive le concert, et c'est le French Café, et ça a du succès. Je chante en français et en anglais, et les chansons françaises marchent en Angleterre, il faut le dire, il faut le savoir. Mais je dis ça parce que c'est extrêmement... cette chose comme ça fait que grâce à cette chose, il y a des vidéos, on va faire des vidéos, et grâce à cette vidéo, je vais aller tourner en Corée. Donc c'est vraiment... ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai fait une tournée ensuite qui a vraiment été déclenchée par l'Angleterre, une tournée pour la francophonie, le 40e anniversaire de la francophonie. En Corée. Donc ça, c'est les bons côtés de ce métier. Les mauvais côtés, c'est qu'il faut mettre la main à la pâte tout le temps. C'est qu'encore une fois, moi je travaille avec mon manager, mais on cherche les dates toutes les deux. Alors voilà, c'est un métier, c'est comme... on a plus de non que de oui. Évidemment, si j'étais une star, j'aurais plus de oui que de non. Mais il y a quand même des gens... moi, j'ai des amis qui sont musiciens et qui sont formidables musiciens de jazz, et qui me disent qu'il y a plus de galères dans ce métier que de joie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on souffre, mais ça veut dire qu'on rame, qu'on ne gagne pas toujours bien sa vie. Quand on a des cachets, c'est génial. Et puis sinon, il y a des moments où il faut... Moi, je donne des cours de chant, par exemple. J'aime bien. Donc ça va. Heureusement que je parle anglais, je fais des traductions. Enfin, il se trouve qu'en étant comédienne, je tourne aussi un petit peu par-ci. Donc voilà, je fais à la fois mon métier de musicienne, intermittent du spectacle. C'est pas un métier, intermittent du spectacle, mais bon. Parfois, on gagne bien sa vie, puis parfois, on la gagne pas bien du tout. Alors, on me demande souvent quel genre de musique je fais. J'ai toujours beaucoup de mal
à dire, je suis au piano, j'écris des chansons, voilà ce que je dis. Maintenant, on veut toujours savoir, oui, mais quel genre, quel style. Alors, il me regarde, il voit ma couleur, et tout de suite, il pense jazz. Et je ne fais pas du jazz. Je ne fais pas du jazz, je suis un peu comme Tina Turner, je ne fais pas dans la case dans laquelle on veut que je sois. Je ne fais pas du jazz, j'écris des chansons. Il se trouve qu'il y a plusieurs influences, et sans doute le jazz a aussi influencé, mais il est venu très tard dans ma vie. Moi, j'ai beaucoup aimé la chanson française à texte, dont je parlais tout à l'heure, puisque mon père m'a vraiment élevé avec ça. Et puis, évidemment, la pop anglaise, enfin, je veux dire, ça paraît logique. Donc voilà, je suis imprégnée de tout ça. Et donc je suis au piano, je fais un peu à la guitare, mais une fois que j'ai eu un piano, c'est vrai que j'ai plus été sur le piano. Et comment on travaille quand on est, quand on écrit des chansons, comment ça nous vient. Ça, c'est toujours un truc. Il n'y a pas une façon. Ça peut nous tomber dessus. Et vraiment, je ne crois pas en Dieu. Je suis une athée. Pourtant, il y a vraiment un truc qui vous tombe comme ça. Ça tombe comme ça. On s'assoit et la musique peut venir d'un seul coup. Tout vient. Paroles, musique, tout vient. Puis il y a d'autres moments où on a un thème dans la tête. On se dit tiens, ça, je voudrais écrire là-dessus. Soit on a les paroles qui arrivent, soit on a la musique, soit on doit chercher pendant très longtemps. Il y a des musiques qui se font tout de suite, il y en a d'autres qui mettent 1 an à se faire. Brassens disait qu'il fallait 1 an pour faire une chanson, je le dis souvent ça quand je suis en scène. Puis il y a cet auteur, Joyce Carol Oates, qui a écrit un très joli livre sur The Faith of Writing, ou The Writer, je ne sais plus, qui parle de ce que c'est que d'écrire. Et elle dit que ça lui vient souvent en courant. Moi, ça me vient souvent en marchant. Je marche, je chante, et puis je chante. J'ai un petit air avec une idée de ce que je veux dire. Puis après, je rentre, et ça se trouve, j'écris quelque chose de complètement différent musicalement, ou parfois, je vais complètement dans le sens de ce que j'avais dans la tête. Et oui, je disais que sur scène, je cite Brassens parce que je teste mes nouvelles chansons. Et je dis au public, cette chanson est une chanson neuve, donc soyez indulgents, ça les fait rire souvent. J'aime beaucoup ce rapport avec le public, beaucoup. Je plaisante avec lui, je le fais chanter, il le fait. Il y a des publics, tous les artistes qui vont sur scène le savent, il y a les publics du lundi, quand on joue le lundi, les publics du mardi, des publics du dimanche, tout ça, c'est pas les mêmes. Et puis, il y a des publics dans telle ville, des publics dans tel pays. Par exemple, en Corée, ils n'avaient absolument pas peur de chanter. En Corrèze, ils étaient beaucoup plus timides. Mais ils le font quand même. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce rapport-là de parler avec eux, de les faire rire, comme mes chansons ne sont pas particulièrement joyeuses, en général, j'essaie de compenser en scène. Et donc, j'arrive... la scène, c'est aussi un moment de déguisement. Alors, je ne suis pas Lady Gaga, je ne vais pas arriver avec des tenues extravagantes, mais il y a la tenue de scène. Elle est là et elle est pensée. Elle est toujours très pensée. J'essaie d'être en robe. Moi qui, en général, suis souvent en jean dans la vie. J'essaie d'être en robe, j'essaie d'être jolie, d'être présentable. Je laisse mes cheveux tout comme ça parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des cheveux comme ça sur la scène française. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà, il y a un maquillage spécial, j'essaie de trouver. La dernière fois, j'avais mis un dessin sur la joue, avec des paillettes dorées. On essaie de créer un univers en fonction de comment on va présenter le spectacle. S'il y a des vidéos dans le spectacle ou s'il n'y en a pas, on raconte une histoire. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi cette formation au théâtre, donc j'ai toujours la pensée de la mise en scène, hein, toujours. C'est pas un personnage que je crée, mais je raconte une histoire. Et d'ailleurs, je fais souvent intervenir des poètes. Il y a souvent Apollinaire, Yeats. Alors, ce qui est formidable dans la période qu'on vit, c'est qu'effectivement, le public aime bien... Enfin, les gens se déplacent, ils viennent voir les spectacles. Ils achètent beaucoup moins les disques, hein, mais à la limite, je vais vous dire très... Très concrètement, je m'en fiche qu'ils achètent moins les disques parce que y a le numérique. Et non, mais quand je dis je m'en fiche,
c'est pas que je m'en fiche, j'aime bien l'objet disque, mais au fond, ça embête beaucoup plus les grosses majors que les artistes. Parce que tout l'argent allait au patron de disque. Ça embête beaucoup plus Universal que ça embête un artiste lui-même. Il a le numérique, il vend sur Internet, il se fait connaître sur Internet. Ce qui est formidable avec Internet, et je ne vais pas faire l'éloge complet d'Internet, il y a d'autres inconvénients, mais comme dans la musique, on essaie de nous dire que oui, c'est pas bien, oui, il faut Adopi, oui, ceci, oui, cela, avec Internet, on touche là. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui était en Colombie, qui me disait qu'il était au travail et qu'il était en train d'écouter ma chanson et que ça lui faisait beaucoup de bien. Ah. Ça, c'est Internet. Donc, c'est le bon côté de la mondialisation. Je touche plus de gens que, à moins d'être une méga star dans une major, et dans ces cas-là, j'ai une méga tournée et je prends tout l'argent de Culture France et autre chose pour aller en Colombie. Sinon, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen. Donc là, les artistes peuvent. Il y a même des artistes. J'ai oublié son nom, une artiste qui est vraiment ne fonctionne qu'avec Internet. Il y a même des artistes connus qui sont passés sur Internet et qui ont quitté leur maison de disques. Donc, je crois qu'on arrive à quelque chose d'intéressant qui est que il faudrait l'alliage des deux, entre les maisons de disques qui sont comme au début des maisons de disques, c'est-à-dire, moi j'ai toujours entendu du bien de Barclay par des artistes comme Balavoine, comme tout ça, parce que c'était un musicien. Mais j'ai connu, moi, la période vraiment où les directeurs artistiques sortaient des écoles de commerce. La musique, ils n'y connaissaient rien. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était le tube, le hit. Et en plus, c'était là des gens qui étaient mis par piston et qui étaient odieux, enfin, qui faisaient beaucoup de mal aux artistes, qui étaient capables de leur dire oh, ben non, vous ne savez pas écrire, ou enfin, ils ne savaient pas écouter. Enfin, il y avait des gens comme ça dans les maisons de disques qui auraient dû être ailleurs, au fond, et certainement pas en contact avec des artistes. Tandis qu'aujourd'hui, avec évidemment, il y a cette chose avec Internet qui inverse un peu le pouvoir, un peu, hein, non plus, faut pas se leurrer. Hein. Il y a encore besoin de production et je trouve que c'est bien de travailler avec des producteurs qui aiment un artiste. Encore une fois, je disais tout à l'heure, on ne fait pas ce métier si on n'est pas aimé, pour aimer du public, mais quelqu'un croit en vous, quelqu'un vous aime, quelqu'un a envie de vous produire. Les rencontres que j'ai faites, c'est ça. Ça ne marche que comme ça. Il faut être aimé, il faut que quelqu'un croit en ce que vous faites. Donc il faut quelqu'un qui a envie de dire ok, on va faire un album. C'est joli un album aussi. C'est pour ça que le LP revient, le 33 tours. Là maintenant, justement, l'alliage des deux, c'est que j'ai enregistré des chansons en Angleterre l'été dernier. Je vais les mixer. Alors, l'avantage Internet, c'est que je peux demander à un musicien qui est à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout de la France, est-ce que tu peux me mettre ça un peu? Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à un ami qui est à New York, est-ce que tu peux mettre la batterie? J'ai demandé à... Voilà. Et une fois que tout ça va être là, je vais mixer ça. Et après, je vais les sortir en ce qu'on appelle des EP 4x4. Et après, je vais faire un album de l'ensemble des titres. Et là, je vais faire un album physique parce que, je redis, l'album physique, il y a la photo, il y a, on peut le toucher, et puis c'est bien. Les gens il y a des gens, heureusement, qui aiment encore mettre l'album dans la voiture, écouter. Et quand je disais je m'en fiche tout à l'heure, je disais que l'argent change un peu de côté, c'est bien. Voilà, que les artistes gagnent un peu plus et un peu plus de leur part. C'est ça que je voulais dire. Je ne m'en fiche pas sur le concret, sur l'album physique en soi. C'est un bel objet que j'ai toujours aimé. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que je vais chanter une chanson là, a cappella? Alors, je vais chanter la chanson. Alors ça, je n'avais pas du tout prévu ça. C'est la chanson que je chante a cappella en concert. Je vais juste faire une petite présentation. C'est une chanson en anglais.
Il faut qu'on sache qu'il y a une espèce de bagarre entre chansons françaises et chansons anglaises qui me fait beaucoup de mal. Parce que moi, j'aime vraiment les deux. Et je défends vraiment la chanson française et aussi. Mais quand on a le malheur de chanter en anglais, parfois, dans la chanson française, ça passe très mal. Et comme moi, je suis bilingue, c'est de nouveau le divorce de mes parents qui recommence. Donc, je vais chanter Like a Shadow of Love. Like a shadow of love, roaming in the empty space, searching for the stolen peace, like a broken bird wing, as a wave in the craze, getting second and frustrated, having eaten a bomb for dinner, like a shadow in a storm, like a desert of love, running from nothing to nowhere, wishing not to be there nor anyone, wondering why the time is lying. Like a shadow with no more shade, hoping from pole to pole, searching a wave to stand on, like a dreamer in a craze, like a dreamer with no more dreams, keeping his truth down in a hole, secret hidden in a nothingness, filling his pants with bloody tears, like a shadow of love, going back to strawberry fields with a one gun in a heart, like a shadow of a fool.